Bonsoir, bienvenue sur les antennes d'Azur TV. Très heureux de vous retrouver pour votre point sur l'actualité en ce lundi 28 juin avec à la une évidemment le résultat des élections régionales. Renaud Muselier qui bat Thierry Mariani, le président LR de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, rempile donc pour 6 ans. Un reportage auprès de ces militants qui ont accueilli évidemment cette nouvelle dans la joie et la bonne humeur. Autre salle, autre ambiance chez Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national échoue. Il n'apportera pas de première région au parti de Marine Le Pen. Les militants, de leur côté, souhaitent se remettre au travail. Et puis, nous évoquerons l'arrivée en permanence du numéro 3919 pour lutter contre les violences conjugales. Du lundi au vendredi, la ligne sera désormais ouverte 24 heures sur 24. Ce sera avec notre invité dans quelques minutes. Mais pour démarrer donc les résultats des élections régionales et la victoire de Renaud Muselier, nous allons voir tout cela en chiffres. Hier soir, le candidat soutenu par les Républicains, La République En Marche, l'UDI et le MoDem, s'impose avec 57,3% des suffrages face à Thierry Mariani qui menait la liste du Rassemblement national qui recueille 42,7% des voix. Dans le détail, Renaud Muselier s'impose dans les Bouches-du-Rhône avec un score de 59,35%. Dans le Var, l'écart est un peu plus serré, mais c'est évidemment le président sortant qui l'emporte avec 53,98% des voix et victoire également dans le département des Alpes-Maritimes avec un score de 57,35% des voix. Dès 20h, les chiffres étaient clairs, l'écart était suffisamment important pour dire que Renaud Muselier était élu, une nouvelle qui a été accueillie par des cris de joie au QG de Renaud Muselier à Marseille. Des militants en folie hier soir à l'annonce des résultats. Renaud Muselier, candidat Les Républicains, conserve la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national, la victoire est même plus large que prévu. Une victoire que le candidat doit notamment au Front républicain. Cette victoire, c'est la victoire de toutes celles et de tous ceux qui sont allés voter aujourd'hui, souvent au-delà de leurs différences, de leurs appartenances politiques, philosophiques, sociales ou religieuses. Ils avaient décidé de faire cause commune face au péril de l'extrême droite. Muselier s'est engagé à créer un comité de personnalités de gauche pour les associer à la gestion de la région. Voilà. Qui donc tire son épingle du jeu. Je vous propose d'écouter sa tête de liste dans les Alpes-Maritimes, Christian Estrosi, qui s'est exprimé lui aussi hier soir après cette victoire. Il appelle à plus de décentralisation. Une clarification, une vraie décentralisation. Quand on dit ça sert à quoi le président de la région ? Il n'y en a pas beaucoup qui sont capables de répondre. Qu'il gère les transports et encore à moitié entre la SNCF, lui, etc., les lycées, à moitié entre l'éducation nationale et lui. Donc il n'y a pas de lisibilité. Aujourd'hui, je dis clairement, si dans une loi de décentralisation, on dit en vue d'une prochaine épidémie possible, faisons du président de la région le patron de l'agence régionale de santé pour qu'on gère avec lui toutes les crises sanitaires au plan local et pas depuis des bureaux de technocrates parisiens, qu'il soit le président de Pôle emploi pour la région et que ce ne soit pas des technocrates à Paris qui gèrent la politique de l'emploi. Alors là, nos concitoyens se diront, cette élection, je vais voter, je sais pourquoi je vais voter. Et en même temps, je dis à tous les abstentionnistes que je les comprends et que je veux que face à cette perte de confiance, il y ait une réforme dans notre pays qui redonne confiance pour que chacun participe à un nouvel élan démocratique. Voilà, Christian Estrosi hier soir au micro de Claudia Olivier et d'Alexis Ricard. Dans le camp d'en face, autre ambiance, Thierry Mariani rate son pari de faire basculer la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sous le giron du Rassemblement national. Nos reporters étaient également au QG du candidat à Marseille. Toujours, le reportage est signé Lucas Licata Caruso, Thomas Bernabé et Valentin Rodriguez. Il est 22h30 dimanche soir lorsque Thierry Mariani se présente face à la presse.
Le visage fermé, le candidat RN vient de perdre son pari, celui d'être le premier en France à faire gagner une région au Rassemblement national. Aujourd'hui, notre liste a été battue par tout un système coalisé, par un candidat qui aura vu tous les intérêts, toutes les puissances, tous les partis, des macronistes aux communistes, lui venir en aide pour éviter sa défaite. Cela ne présage rien de bon pour l'avenir de notre région. Plus tôt dans la soirée, à l'annonce des résultats, les quelques militants présents sont encore à l'extérieur de la salle. Entre 600 et 800 étaient attendus. Au total, ils seront une petite centaine à se rassembler et passer le cap de la déception. Tous croient désormais au sursaut du Rassemblement national en vue des élections présidentielles de 2022. On reste combatif. Voilà. On n'est pas abattu. De toute façon, en politique, il ne faut jamais l'être. Des défaites, ça arrive. Comme l'avait dit il y a quelques temps Marine Le Pen, je crois qu'on se relève toujours plus fort d'une défaite parce qu'on en apprend toujours beaucoup. Nous allons relever la tête très rapidement. Est-ce que vous me voyez rouler au sol en train de pleurer? Non, pas du tout. Nous avons l'habitude de nous battre et nous nous battrons sur le futur. On se retrouve tout seul, contre tous, un peu comme d'habitude, je dirais. Mais bon, on a nos idées et on fait un très bon score malgré tout. Avec 42,7% des voix obtenues, le Rassemblement national sera crédité de 39 sièges au Conseil régional. Thierry Mariani l'a annoncé, il siégera dans l'hémicycle et se fera le porte-parole de l'opposition. Et puis à la une ce soir également, les premières épreuves du brevet. Ce matin, les collégiens étaient face à terrible épreuve de la rédaction, l'épreuve de français. Ils sont 22 440 à présenter l'épreuve dans l'Académie de Nice. Écoutez ces quelques réactions recueillies à la sortie d'un collège de La Londe dans le Var par Marion Colangelo. La première épreuve était assez compliquée, mais la deuxième, pour la rédaction, j'ai pris le sujet de réflexion et ça va, c'était assez simple. Moi j'avais pris le sujet de réflexion, il fallait dire si on aimait les œuvres littéraires et artistiques, là où il y avait du surnaturel ou de l'étrange. Oui, ça va, on y croit, voilà, on y croit. Ça s'est plutôt bien passé, oui. Ouais. C'est quoi comme sujet d'imagination. D'accord, du coup, t'as raconté quoi? C'était sur l'histoire d'un baron qui vit seul dans un château. Et il faut raconter une balade qu'il a fait dans ses jardins, seul avec son chien et son chat. Les maths? Moi, perso, je suis plutôt en confiance. Hein. Ouais. Ouais. Ah ben, sincèrement, je vais au talent. je connais rien du tout. On va improviser, quoi. On croise les doigts. Les maths, c'est pas ta matière? Ah, pas du tout. Voilà pour les réactions de ces collégiens donc dans le Var. Avec l'invité de ce grand direct, nous allons évoquer une problématique essentielle, celle des violences conjugales, avec le 3919 qui est désormais accessible 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Bonsoir Louisette Tiouchichine, vous êtes la directrice de l'association Le Cap dans le Var à Draguignan. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous connaissez ces problématiques, vous venez en aide aussi aux femmes victimes de violences conjugales. On va dresser un bilan ensemble du confinement, de ce fléau qui est quand même encore très développé dans nos sociétés. Mais d'abord, un mot sur... C'est une forme de bonne nouvelle quand même qu'on puisse donc avoir un interlocuteur ou une interlocutrice 24 heures sur 24 avec donc la pérennisation de ce 3919. Oui, tout ce qui peut venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales est bien, d'autant en fait que le fait que des femmes dans la nuit peuvent avoir quelqu'un pour être écoutées, moi je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent et qui se sentent seules et ça peut permettre quelquefois de passer le pas. D'avoir quelqu'un et peut-être de commencer justement à témoigner, parce que c'est pas toujours facile pour les femmes de mesurer l'impact des violences qu'elles subissent. Quelquefois, elles sont dans le déni. Donc, tout ce qui peut les raccrocher au fait de pouvoir s'en sortir est une bonne chose. Donc, on peut que se féliciter. Alors, est-ce que vous avez, vous aussi, constaté durant l'année qui vient de s'écouler une augmentation des cas? Les appels ont augmenté de 15% selon certains chiffres. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez également?
Alors oui, c'est vrai qu'on a eu une très forte demande, notamment durant la deuxième partie du premier confinement, avec des dossiers en fait où on sentait vraiment que c'était très tendu. Et tous les dossiers que l'on a, c'est vrai qu'actuellement, on a toujours l'impression que ces dossiers sont explosifs. Parce que les personnes sont enfermées ensemble et qu'on se rend compte vraiment que les gens sont à cran. Et donc tout peut donner lieu à un dérapage et c'est vrai que ça fait assez peur. Je m'occupe de ces violences depuis de nombreuses années et c'est vrai qu'on voit vraiment que les gens sont très tendus, qu'ils sont très énervés et ça fait très peur quand on évalue les situations d'urgence notamment. Alors, on connaît les chiffres et cette statistique d'une femme tous les 3 jours qui meurt sous le coup des violences de son conjoint. Les cas sont désormais médiatisés. En plus, on parlera dans quelques instants de l'affaire Bako qui vient de se conclure. Aujourd'hui, vous, à l'association, quel type d'accompagnement vous proposez et finalement, quel type de détresse vous avez à affronter? Évidemment, la détresse physique quand on a été violenté, mais on imagine que les blessures psychologiques sont parfois plus compliquées à penser que les blessures physiques. Oui, on a les deux situations. Quelquefois, on a des violences psychologiques qui sont très graves aussi, parce que dans les situations psychologiques, quelquefois, quand on reçoit une femme victime de violences conjugales, c'est vrai qu'on parle de ce qu'elle subit. On essaie en fait de comprendre le contexte dans lequel elle évolue. Et le contexte dans lequel elle évolue, c'est aussi le profil de l'auteur qui est important. Et c'est vrai qu'on a des profils avec des auteurs quelquefois de gens qui sont fragiles, qui sont malades et qui ont des fois des soucis d'addiction. Et c'est vrai que ces dossiers-là nous permettent tout simplement aussi d'évaluer l'urgence. Et les violences psychologiques sont souvent terribles et ce sont celles souvent qui sclérosent les démarches des femmes parce que quelquefois elles sont dans le déni. Vous savez, c'est un peu comme une personne sidérée, le temps qu'elle se dise « c'est pas possible », il y a peut-être 6 mois, 1 an qui est passé, sauf que toute la question est de savoir quand elle reste, est-ce qu'elle est en danger ou pas. C'est vrai que c'est toujours très délicat et les violences psychologiques sont tout aussi terribles. Alors, au fur et à mesure des affaires, il y a aussi un élément qui revient souvent, c'est parfois la non prise en compte des plaintes, des signalements, parfois le suivi judiciaire qui n'est pas à la hauteur. Ça ne vous aura pas échappé, au début du mois de juin, il y a plusieurs procureurs qui se sont élevés, qui ont demandé des mesures supplémentaires. Et parmi eux, le procureur de Draguignan, Patrice Cambrou, qui a fait avec ses homologues une série de demandes qui demandent les renforcements des dispositifs d'évaluation des victimes, la prise en charge médico-judiciaire des victimes, un lien plus étroit avec les associations et la création de véritables synergies également entre la police, la justice et les associations. Ça veut dire qu'il y a encore là une zone grise sur le signalement, la prise en charge et les sanctions pénales. Je crois qu'au contraire, il y a une volonté depuis quelques années, et ça parce que ça a beaucoup évolué, encore une fois, moi ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. C'est vrai que ce qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est que tout le monde se sent impliqué, et de la même manière. Et donc, on ne peut que se féliciter de voir la justice, la police très impliquée aussi. Nous, on fait des permanences dans les commissariats. On sent vraiment des personnes qui sont aujourd'hui de plus en plus formées à la prise de plainte et qu'il y a une volonté effectivement de créer des synergies pour permettre de pouvoir échanger sur les dossiers parce que seul, on peut pas, je dirais, on peut, comment dire, à plusieurs, on va toujours plus loin. Et c'est vrai qu'il y a, je crois, une vraie prise de conscience qu'il faut des moyens pour traiter ces dossiers-là et qu'il faut aussi, à un moment donné, faire en sorte que tout le monde puisse travailler ensemble. Moi, je trouve que ces dernières années, ça a beaucoup évolué dans le sens de la protection des femmes victimes de violences et que tout un chacun, là où il est, essaie de mettre en place en fait le maximum de moyens. Sachant qu'on sait que la justice n'a pas toujours des moyens suffisants, pareil, voilà, et que même dans le monde associatif, c'est vrai que y a quelquefois des problèmes de moyens et qu'il y a une vraie prise de conscience de tous les acteurs qui interviennent auprès des femmes victimes de violences pour justement faire en sorte d'être efficaces.
Alors, je parlais de la médiatisation qui est de plus en plus importante aussi autour de ces affaires. Hein. En France, en moyenne, on est à 100 000 signalements de cas de violence, ce qui est énorme. On parlait tout à l'heure des décès tous les 3 jours, mais il y a 100 000 en moyenne signalements. L'affaire Valérie Bacot, là récemment, cette femme qui a été violée, violentée, prostituée aussi par son mari et qui l'a tuée et qui finalement a bénéficié d'une forme de clémence de la justice, même si elle a fait de la prison. Elle a fait un an de prison. Elle a été condamnée à 4 ans de prison avec sursis et 1 année de prison ferme, mais qu'elle avait déjà effectuée en préventive. On voit que c'est une cause nationale désormais et qu'il y a de plus en plus d'écho aussi à ces affaires. Oui, et on a vu aussi la difficulté aussi de juger une femme en même temps qu'il est victime, et en même temps on est dans un pays où on ne peut pas se faire justice soi-même. Et on a vu que c'était vraiment très délicat comme situation. On avait déjà eu une affaire, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, où il y avait eu beaucoup de personnes qui s'étaient mobilisées pour que la personne justement ne soit pas condamnée. Et on voit toute la difficulté justement de ces femmes de pouvoir sortir quelquefois de cette emprise. C'est pour ça que les victimes de violences conjugales, ce qui est très compliqué pour certaines victimes de violences conjugales, notamment quand il s'agit en plus là de violences psychologiques, sexuelles, c'est de pouvoir en fait sortir de cette emprise. Parce qu'un dossier, c'est très compliqué. Très souvent, on se dit, mais comment se fait-il qu'elle parte pas? La réalité, c'est que c'est très compliqué, parce qu'il y a des problèmes derrière psychologiques, quelquefois il y a des problèmes aussi liés à l'enfance, il y a aussi des problèmes financiers. Et ça, on ne peut pas ne pas regarder aussi une femme qui va partir, elle va se retrouver où? Est-ce qu'elle a de la famille? On a souvent des profils aussi de personnes qui sont totalement isolées. Et c'est vrai que ça montre toute la complexité je dirais, de situations de violence conjugale, et là, en l'occurrence, qui sont arrivées, qui se sont manifestées par un meurtre, hein, puisque elle a tué son auteur. Mais c'est vrai aussi que ça montre en fait la complexité de juger ces affaires aussi. De toutes ces affaires, évidemment. Merci beaucoup à vous, Luzette Tiouchichine, directrice de l'association Le Cap dans le Var. On rappelle que le 3919 est désormais accessible 24 heures sur 24. Du lundi au vendredi. Merci. Et on se retrouve dans un instant sur le plateau du Grand Direct. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports. Et à la une de l'actualité ce soir, évidemment, les élections régionales. Renaud Muselier qui remporte son duel face à Thierry Mariani. Le président LR de la région est élu pour un nouveau mandat de 6 ans. Vous avez vécu cette soirée en direct hier sur les antennes d'Azur TV. De l'autre côté, chez Thierry Mariani, évidemment de la déception. Aucune région ne bascule dans l'escarcelle du Rassemblement national. Reportage dans les 2 permanences. Soirée à revivre donc dans quelques instants. Et puis notre invitée ce soir, nous parlerons avec elle de ce dispositif qui est désormais pérenne 24 heures sur 24 du lundi au vendredi, le 3919, pour signaler des cas de violence conjugale.
Renaud Muselier est donc le nouveau président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il s'est imposé hier soir face à son adversaire du Rassemblement national, Thierry Mariani. Retour sur cette soirée au QG donc de Renaud Muselier avec ce reportage de BFM TV. Des militants en folie hier soir à l'annonce des résultats. Renaud Muselier, candidat Les Républicains, conserve la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est le travail qui est récompensé, on est super content. L'idéologie d'extrême droite n'a pas été soutenue par les électeurs et c'est reparti pour les 6 prochaines années a priori. On a confiance en lui, on sait qu'il va y avoir un travail fabuleux qui va être réalisé tout au long des années qui vont arriver. Avec plus de 57% des voix contre 42,7% pour Thierry Mariani, le candidat du Rassemblement national, la victoire est même plus large que prévu. Une victoire que le candidat doit notamment au Front républicain. Cette victoire, c'est la victoire de toutes celles et de tous ceux qui sont allés voter aujourd'hui, souvent au-delà de leurs différences, de leurs appartenances politiques, philosophiques, sociales ou religieuses. Ils avaient décidé de faire cause commune face au péril de l'extrême droite. Magali, électrice de gauche, fait partie de ceux qui ont voté pour Renaud Muselier. Un vote qui reste amer. De voter Muselier, ça m'a fait, je dirais pas mal, grande tristesse, un grand ras-le-bol. Je ne sais pas ce que je ferai dans le cadre de la présidentielle, mais ici je me suis dit on est régional, c'est pas la même chose. Je ne peux pas accepter de participer au passage du RN. Renaud Muselier s'est engagé à créer un comité de personnalités de gauche pour les associer à la gestion de la région. Et dans le camp d'en face, autre ambiance, la déception au QG de Thierry Mariani. Reportage de Lucas Licata-Caruso. Il est 22h30 dimanche soir lorsque Thierry Mariani se présente face à la presse. Le visage fermé, le candidat RN vient de perdre son pari, celui d'être le premier en France à faire gagner une région au Rassemblement national. Aujourd'hui, notre liste a été battue par tout un système coalisé, par un candidat qui aura vu tous les intérêts, toutes les puissances, tous les partis, des macronistes aux communistes, lui venir en aide pour éviter sa défaite. Cela ne présage rien de bon pour l'avenir de notre région. Plus tôt dans la soirée, à l'annonce des résultats, les quelques militants présents sont encore à l'extérieur de la salle. Entre 600 et 800 étaient attendus. Au total, ils seront une petite centaine à se rassembler et passer le cap de la déception. Tous croient désormais au sursaut du Rassemblement national en vue des élections présidentielles de 2022. On reste combatif. Voilà. On n'est pas abattu, de toute façon en politique il ne faut jamais l'être. Des défaites ça arrive et comme l'avait dit il y a quelques temps Marine Le Pen, je crois qu'on se relève toujours plus fort d'une défaite parce qu'on en apprend toujours beaucoup. Nous allons relever la tête très rapidement. Est-ce que vous me voyez rouler au sol en train de pleurer? Non, pas du tout. Nous avons l'habitude de nous battre et nous nous battrons sur le futur. On se retrouve tout seul, contre tous, un peu comme d'habitude, je dirais. Mais bon, on a nos idées, et on fait un très bon score malgré tout. Avec 42,7% des voix obtenues, le Rassemblement national sera crédité de 39 sièges au Conseil régional. Thierry Mariani l'a annoncé, il siégera dans l'hémicycle et se fera le porte-parole de l'opposition. C'était aujourd'hui le premier jour du brevet des collèges. Écoutez ces quelques réactions de candidats dans le Var après l'épreuve de français. Ça va, la première épreuve était assez compliquée, mais la deuxième, pour la rédaction, j'ai pris le sujet de réflexion et ça va, c'était assez simple. Moi j'avais pris le sujet de réflexion, il fallait dire si on aimait les œuvres littéraires et artistiques, là où il y avait du surnaturel ou de l'étrange. Oui, ça va, on y croit, voilà, on y croit. Ça s'est plutôt bien passé, oui. Ouais. C'est quoi comme sujet d'imagination. D'accord, et du coup t'as raconté quoi? C'était sur l'histoire d'un baron qui vit seul dans un château. Et il faut raconter une balade qu'il a fait dans ses jardins seul avec son chien et son chat. Les maths? Bah moi perso je suis plutôt en confiance. Hein. Ouais. Ouais. Ah ben sincèrement je vais au talent, je connais rien du tout, on va improviser quoi. On croise les doigts. Les maths c'est pas ta matière? Ah pas du tout.
Voilà pour les réactions de ces collégiens donc dans le Var. Avec l'invité de ce grand direct, nous allons évoquer une problématique essentielle, celle des violences conjugales, avec le 3919 qui est désormais accessible 24 heures sur 24 du lundi au vendredi. Bonsoir Louisette Tiouchichine, vous êtes la directrice de l'association Le Cap dans le Var à Draguignan. Merci d'être avec nous. Évidemment, vous connaissez ces problématiques, vous venez en aide aussi aux femmes victimes de violences conjugales. On va dresser un bilan ensemble du confinement, de ce fléau qui est quand même encore très développé dans nos sociétés. Mais d'abord, un mot sur... C'est une forme de bonne nouvelle quand même qu'on puisse donc avoir un interlocuteur ou une interlocutrice 24 heures sur 24 avec donc la pérennisation de ce 3919. Oui, tout ce qui peut venir en aide aux femmes victimes de violences conjugales est bien, d'autant en fait que le fait que des femmes dans la nuit peuvent avoir quelqu'un pour être écoutées, moi je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent et qui se sentent seules, et ça peut permettre quelquefois de passer le pas, d'avoir quelqu'un et peut-être de commencer justement à témoigner, parce que c'est pas toujours facile pour les femmes de mesurer l'impact des violences qu'elles subissent. Quelquefois elles sont dans le déni, donc tout ce qui peut les raccrocher au fait de pouvoir s'en sortir est une bonne chose, donc on peut que se féliciter. Alors, est-ce que vous avez, vous aussi, constaté durant l'année qui vient de s'écouler une augmentation des cas? Les appels ont augmenté de 15% selon certains chiffres. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez également? Alors oui, c'est vrai qu'on a eu une très forte demande, notamment durant la deuxième partie du premier confinement, avec des dossiers en fait où on sentait vraiment que c'était très tendu. Et tous les dossiers que l'on a, c'est vrai qu'actuellement, on a toujours l'impression que ces dossiers sont explosifs, parce que les personnes sont enfermées ensemble et qu'on se rend compte vraiment que les gens sont à cran. Et donc tout peut donner lieu à un dérapage, et c'est vrai que ça fait assez peur. Je m'occupe de ces violences depuis de nombreuses années, et c'est vrai qu'on voit vraiment que les gens sont très tendus, qu'ils sont très énervés, et ça fait très peur quand on évalue les situations d'urgence notamment. Alors, on connaît les chiffres et cette statistique d'une femme tous les 3 jours qui meurt sous le coup des violences de son conjoint. Les cas sont désormais médiatisés. En plus, on parlera dans quelques instants de l'affaire Bako qui vient de se conclure. Aujourd'hui, vous, à l'association, quel type d'accompagnement vous proposez, et finalement, quel type de détresse vous avez à affronter? Évidemment, la détresse physique quand on a été violenté, mais on imagine que les blessures psychologiques sont parfois plus compliquées à penser que les blessures physiques. Oui, on a les deux situations. Quelquefois, on a des violences psychologiques qui sont très graves aussi, parce que dans les situations psychologiques, quelquefois, quand on reçoit une femme victime de violences conjugales, c'est vrai qu'on parle de ce qu'elle subit. On essaie en fait de comprendre le contexte dans lequel elle évolue. Et le contexte dans lequel elle évolue, c'est aussi le profil de l'auteur qui est important. Et c'est vrai qu'on a des profils avec des auteurs quelquefois de gens qui sont fragiles, qui sont malades, et qui ont des fois des soucis d'addiction. Et c'est vrai que ces dossiers-là nous permettent tout simplement aussi d'évaluer l'urgence. Et les violences psychologiques sont souvent terribles, et ce sont celles souvent qui sclérosent les démarches des femmes, parce que quelquefois elles sont dans le déni. Vous savez, c'est un peu comme une personne sidérée, le temps qu'elle se dise « c'est pas possible », il y a peut-être 6 mois, 1 an qui est passé, sauf que toute la question est de savoir quand elle reste, est-ce qu'elle est en danger ou pas. C'est vrai que c'est toujours très délicat, et les violences psychologiques sont tout aussi terribles. Alors, au fur et à mesure des affaires, il y a aussi un élément qui revient souvent, c'est parfois la non prise en compte des plaintes, des signalements, parfois le suivi judiciaire qui n'est pas à la hauteur. Ça ne vous aura pas échappé, au début du mois de juin, il y a plusieurs procureurs qui se sont élevés, qui ont demandé des mesures supplémentaires, et parmi eux le procureur de Draguignan, Patrice Cambrou, qui a fait avec ses homologues une série de demandes qui demandent les renforcements des dispositifs d'évaluation
des victimes, la prise en charge médico-judiciaire des victimes, un lien plus étroit avec les associations et la création de véritables synergies également entre la police, la justice et les associations. Ça veut dire qu'il y a encore là une zone grise sur le signalement, la prise en charge et les sanctions pénales. Je crois qu'au contraire, il y a une volonté depuis quelques années, et ça parce que ça a beaucoup évolué. Encore une fois, moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais ça. C'est vrai que ce qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est que tout le monde se sent impliqué, et de la même manière. Et donc, on ne peut que se féliciter de voir la justice, la police très impliquée aussi. Nous, on fait des permanences dans les commissariats. On sent vraiment des personnes qui sont aujourd'hui de plus en plus formées à la prise de plainte et qu'il y a une volonté effectivement de créer des synergies pour permettre de pouvoir échanger sur les dossiers, parce que seul on peut rien, on peut pas, je dirais, on peut comment dire, à plusieurs, on va toujours plus loin. Et c'est vrai qu'il y a, je crois, voilà, merci beaucoup Louisette Tiouchichine d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, merci à toute notre équipe technique et à nos journalistes. On se retrouve demain sur les antennes d'Azur TV. Pour vous informer au plus près de chez vous, Azur TV devient BFM Marseille-Provence, Toulon-Var, Nice-Côte d'Azur. L'info de proximité, l'économie locale, les loisirs, les sports, les transports, les sorties, toute l'actualité, 7 jours sur 7. Toute la journée, des rendez-vous d'information réactualisés en permanence. Avec le Grand Journal du Sud, pour vous informer au plus près de chez vous. C'est une équipe 100% dédiée, réactive, des innovations technologiques au service du direct. Info, météo, proximité, ce qui fait votre quotidien. BFM Marseille-Provence, BFM Toulon-Var, BFM Nice-Côte d'Azur. Disponible sur tous les supports.